Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il est à commencer. On a déjà le PowerPoint. On va parler de l'avenir. Quel avenir pour les camps de réfugiés ainsi que l'avenir pour les réfugiés. Alors, ça, c'est le camp des réfugiés que je vais plus vous présenter. Ça se trouve au Malawi. Malawi, c'est juste un pays ici de l'Afrique, dans l'Afrique de presque d'ici, sur mon PowerPoint, si vous pouvez le voir. Et puis, moi, je suis venu de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire j'ai parcouru un peu 2000 kilomètres pour arriver dans le camp des réfugiés de Dzaleka au Malawi. Et puis, actuellement, dans le monde, on compte un peu plus de 26 millions de réfugiés qui sont répartis à peu près dans 120 cas de réfugiés qui sont reconnus par l'Organisation internationale, surtout les HCR. Alors moi, je vais plus m'attacher sur la vie que les gens mènent dans les camps de réfugiés. Qu'est-ce qui se passe dans le camp? Comment est-ce que les gens y vivent? Comment est-ce qu'ils se nourrissent? Comment est-ce qu'ils tout ce qu'il faut pour un homme? Alors, dans les camps de réfugiés, premièrement, les camps là où j'étais, les camps de Dzaleka au Malawi, c'est un camp qui compte actuellement de 41 000 réfugiés. Alors, c'est la place qui était conservée pour recevoir 10 000 réfugiés, mais actuellement, il y a plus de 41 000, c'est-à-dire il a surpassé au moins à 300% le nombre de personnes qu'il devrait accueillir. Alors, il y a un grand problème, les gens sont plus compactés dans les camps. C'est un grand problème, il y a manque de ressources, manque de tout ce qu'il faut. Et puis, ces gens-là, les 41 000 personnes qui sont dans le camp, ne sont pas autorisés de sortir dans le camp. C'est-à-dire ils doivent rester dans le camp. À cas de circonstances majeures, par exemple, ils peuvent demander l'autorisation à l'administration du camp pour sortir. Et puis, il doit avoir peut-être un problème de la santé qui ne l'autorise pas de rester dans le camp. C'est-à-dire, on doit avoir un grand problème pour que tu puissiez avoir l'autorisation de quitter dans le camp. Alors, imaginez ce qui doit se passer pour une place qui devrait accueillir 10 000 personnes et puis qui a maintenant 41 000 personnes et puis ils ne sont pas autorisés de quitter dans le camp. C'est ça un grand problème d'abord qu'on a. Et puis, je vais vous présenter juste une petite vidéo qui montre mieux les camps de réfugiés de Dzaleka. Je pense... Bon. C'est pas ça. Ok, je vais vous présenter une petite vidéo qui montre mieux les camps des réfugiés de Dzaleka. This is Malawi, a small country in Africa. It is one of the poorest countries in the world. I am visiting so the world can see conditions here.
this small country? Well, I'm going to find out. On this map, you can see Africa. I'm right here, in this small country. Where are you from? From Somalia. The children are from different countries, but they are united by their status as refugees. They left their home countries with their parents or even on their own. In Malawi, they found safety in a refugee camp. But what does it mean to be a refugee? How is life in the camp and what about their future? I'm hoping to answer these questions and more. I want to know, what do they eat? How do they build their houses? Where do they go to school? What happened to them during their escape? And what gives them hope? I visit the refugee camp Dzaleka, and I'm really curious about the people. First impression, it looks like a big African village. The camp has been in existence for about 20 years now. I'm going to meet one of the inhabitants. His name is Innocent, and he has been living here for 5 years. Hello? Are you Willie? Yeah. Yeah, I'm Innocent. Innocent? Yeah. You're Innocent. You're welcome in Malawi. Thank you. This is Dzaleka refugee camp. Ich habe schon gesehen, hier steht. There are many huts and houses. How many people are living here? Here it's almost 16,000 people in this camp. 16,000 people. Yeah, if you don't mind, I can show you. You can have a look on the camp, or you can go over there. Please. Come. Yeah, so wow. If you can see, very, very, very big, very huge. Unbelievable. I've never seen something like this before. Where do all the people come from? They come from different countries, you know. We have Congolese from the Democratic Republic of Congo. We have people from Somalia, Ethiopia, people from Rwanda, and people from Burundi. Why did they flee their countries? Some come here because of war. Ok, merci beaucoup. Je pense on a un peu quand même l'image des réfugiés. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vous les ai dit, les camps de Dzaleka aujourd'hui au Malawi comptent 41 000, plus de 41 000 habitants. La conversation que vous venez d'écouter, c'est la conversation qui était prise en 2016. Imaginez, en 2016, c'était 16 000 habitants. Alors, 4 ans plus tard, c'est aujourd'hui 41 000 habitants. Vous pouvez voir comment les réfugiés augmentent vraiment d'une manière exponentielle. C'est très grave. Présent? En ce moment encore? Oui. Encore l'augmentation. À ce moment même, il y a encore une augmentation parce qu'il y a toujours de la guerre en République démocratique du Congo. Il y a toujours de la guerre aujourd'hui en Éthiopie et tout ça, il y a les problèmes des réfugiés, il y a les déplacements de la population qui cherche là où habiter. Okay. Et puis, les plus grands problèmes qu'on a dans les camps des réfugiés, comme je vous les ai dit avant, c'est que ces gens-là ne peuvent pas sortir dans les camps, mais comment est-ce qu'ils se nourrissent? Dans le cas, si tu es un réfugié, tu reçois chaque mois quelques, je l'ai même énuméré ici, tu reçois chaque fin du mois 6 kilos de maïs, tu reçois un demi-litre d'huile, tu reçois un demi-kilo d'haricots et puis 1 kilo de farine de soja. Et puis, ça c'est pour une personne. Et si tu es une personne, tu reçois ça. Alors, pour une personne, ça peut les nourrir au moins pendant 5 jours. S'il est un bon économiste là, il peut se nourrir avec ça pendant au moins 5 jours. Vous pouvez voir ici, il y a des petits haricots, il y a de l'huile ici, et des savons pour se laver peut-être, et puis les maïs qui est là, c'est ça.
C'est ça l'aide que les reçoivent à travers les programmes alimentaires mondiaux, les PAM. Et puis, tu peux imaginer s'ils reçoivent la nourriture qui peut les faire survivre pendant 5 jours, et puis ils les reçoivent pour 1 mois, qu'est-ce qu'ils font pour subsister les 24 autres jours? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, dans le cas des réfugiés, les réfugiés ne se laissent pas aller, mais ils effectuent quelques activités. Par exemple, vous pouvez voir ici, il y a celui-ci qui est dans son jardin, il fait un peu le jardin, alors il peut récolter quelques patates et puis quelques maïs. Et puis il peut venir dans les marchés, ça c'est les marchés, les petits marchés des Aleka. Il peut vendre ses patates ici, il peut vendre tout ce qu'il a dans son jardin et puis il a quelque chose pour acheter d'autres besoins. Et il y a plein d'autres personnes qui font d'autres activités pour survivre. Par exemple, moi, je faisais aussi quelques activités de fabriquer des briques. Ça, ce sont des trucs qu'on utilise pour construire nos maisons. Alors, tu peux fabriquer des briques. Par exemple, tu peux faire 100 briques. Et puis, pour les 100 briques-là, on va te donner, par exemple, 1000 Malawi Kwacha. Les Kwacha, c'est l'argent du Malawi, qui équivaut, par exemple, à peu près des dollars canadiens. Et puis ça, tu le fais pour toute la journée. Et puis tu gagnes ton 2 dollars américains, peut-être 2 dollars canadiens pour toute la journée. Et puis ça t'aide à faire quelques besoins que tu peux souhaiter faire. Mais il y a plein d'autres activités que les réfugiés se créent par eux-mêmes pour les faire survivre. C'est ça la vie dans le camp. Il y a vraiment plein de difficultés. Lorsqu'on est dans le camp, on est presque dans la caverne, on peut le dire ça. C'est vraiment une chose qu'on ne peut pas souhaiter à une personne, mais on n'a pas le choix, on doit y être. Du point de vue de l'éducation, c'est là où je vais plus me baser sur l'éducation dans le camp. Alors, parmi les 41 000 réfugiés que j'ai soulignés, vous savez, en Afrique, il y a plein d'enfants, c'est-à-dire plus de 50% de ces 41 000 et moins de 18 ans, c'est-à-dire ce sont des enfants. S'il y a 41 000 réfugiés, on peut s'attendre au moins 21 000 parmi eux sont des enfants qui doivent aller à l'école, qui doivent étudier malgré une condition difficile. Mais le problème en est que l'éducation est rare. Il n'y a pas de place pour étudier. Par exemple, j'ai essayé de faire un petit truc ici pour vous montrer comment est-ce que les gens étudient dans les camps. Je pense que vous pouvez voir les graphiques que j'ai fait ici. Par exemple, par année, on peut avoir, parce que pour commencer tes études, tu dois avoir au moins 6 ans. Un enfant doit avoir au moins 6 ans pour commencer première année primaire. Et puis, vous pouvez remarquer que par année, on peut avoir au moins 2000 enfants qui ont 6 ans et puis qui doivent commencer l'école primaire. Mais dans les cas, il n'y a qu'une seule école primaire et qui, par exemple, peut accueillir 1000 enfants par année. Et si tu regardes, s'il y a 2000 et puis l'école peut accueillir 1000 enfants seulement, c'est-à-dire il y a 1000 enfants qui vont rester sans être enregistrés à l'école. Et puis ces 1000 enfants vont joindre l'école primaire parce que l'école primaire là,
Dans les cas, c'est là où j'ai fait quand même là une partie de mes études là. Et puis, cette école primaire qui compte à peu près 5000 élèves. Et puis, chaque année, par exemple, elle a la capacité d'ajouter 1000 élèves. Et puis, il y a 2000 enfants qui doivent aller à l'école. C'est-à-dire, on va prendre 1000 et autres 1000 doivent être rejetés. C'est-à-dire, ici, on a un problème de 1000 enfants chaque année qui ne fréquentent pas l'école primaire, c'est-à-dire qui ne devront pas étudier toute leur vie. Alors, les 1000 enfants qui ont été recrutés pour aller à l'école primaire vont étudier l'école primaire. Et puis, par exemple, 800 enfants qui terminent leurs études, leur école primaire chaque année. Alors, pour les 800 qui terminent l'école primaire, il y a aussi une école secondaire là qui peut recruter au moins 350 par année. Il ne peut pas dépasser parce qu'il n'y a pas de place pour mettre les enfants. Alors, il y a 800 qui terminent primaire, mais il y a seulement 350 qui aura la chance d'aller à l'école secondaire. C'est-à-dire, il y aura au moins 450 qui vont juste terminer primaire et rester à la maison pour dire bon. Et puis, ceux qui étudient aussi les secondaires, il y a par exemple au moins 250 qui terminent leur école secondaire chaque année. Par exemple, moi, quand j'ai terminé l'école secondaire en 2016, on a écrit l'examen national, on était 180 personnes qui ont terminé l'école secondaire cette année. Alors, quand on termine l'école secondaire, il y a moins d'opportunités pour aller à l'école, pour avoir l'éducation supérieure, par exemple. Il y a quelques institutions, quelques bénévoles qui prennent en charge, par exemple, 60 étudiants chaque année. Et puis, il y a d'autres bénévoles, d'autres organisations qui prennent 60 pour la formation artisanale, par exemple la menuiserie et d'autres choses comme ça. Alors, ils peuvent prendre 60 et puis d'autres organisations de l'école, de l'éducation supérieure peuvent aussi prendre 60. Alors, imaginez s'il y a 250 personnes qui ont terminé leurs études secondaires et puis il y a seulement 120 peut-être qui peuvent avoir la chance de recevoir une éducation de plus, c'est-à-dire il y aura aussi plus de 100 étudiants là qui vont juste terminer leurs études secondaires et puis rester sans étudier. Alors, à travers les statistiques qu'on vient de voir ici, tu peux imaginer qu'il y a au moins chaque année plus de 2000 personnes dans les camps qui restent sans étudier. Plus de 2000 enfants encore de moins de 15 ans qui restent sans aller à l'école. Alors, c'est vraiment massacre pour les enfants. C'est ça le problème de l'éducation. Pour la santé, j'ai essayé un peu aussi d'imaginer parce qu'on a le coronavirus qui s'en vient, qui frappe partout, mais dans les camps de 41 000 personnes, on a juste un seul hôpital qui a moins de 30 lits. C'est-à-dire, et puis les réfugiés sont plus exposés aux maladies, les malaria et d'autres maladies, mais l'hôpital avec 30 lits. Alors, vous pouvez imaginer la suite. Il y a aussi manque de personnel de la santé parce que beaucoup de gens de la population locale au Malawi ont peur d'aller travailler dans les camps des réfugiés. Il peut être un médecin, un infirmier, mais on lui dit, oh, tu peux venir travailler dans les camps des réfugiés. Non, il va refuser parce qu'il a peur. Juste pour les noms, il comprend mal les noms des réfugiés
alors il a peur d'aller y travailler. Une question? OK, s'il y a une question, oui. Vas-y. Ça, pour les gens qui sont dans cette situation-là, est-ce qu'en général, c'est une amélioration d'une condition de vie encore plus infernale là où ces gens-là vivaient avant de s'en venir vers le camp de réfugiés? Les enfants, par exemple, est-ce qu'il y avait une vie encore pire ailleurs? C'est une amélioration partielle de leur vie? Aussi, ils ont quitté un endroit pour tomber un peu dans l'enfer d'un camp de réfugiés. Est-ce que tu comprends ma question? Je pense que je ne vous comprends pas bien. Est-ce que vous pouvez répéter au moins? Est-ce que tu aimerais que je la pose en anglais? Non, en français, merci. OK, parfait. Est-ce que tu penses que la vie des enfants qui sont au camp de réfugiés en ce moment était encore pire avant qu'ils arrivent au camp de réfugiés? OK, je comprends là. Oui. Mais je pense que c'est encore pire parce que, par exemple, moi, quand j'étais dans mon pays, ben, j'étudiais dans une bonne condition et puis j'ai mangé dans une bonne condition. Je n'avais jamais fait le type de travail comme ça. Alors, j'étais chez mes parents, j'avais tout ce qu'il faut pour vivre. Et puis, lorsque je suis dans le camp des réfugiés, d'abord, je suis venu sans les parents. Il y a beaucoup la plupart de ces enfants-là sont des orphelins, ils n'ont pas de parents, par exemple. Il y a ceux qui ont perdu leurs parents dans des conflits. Dans la guerre, oui. Il y a ceux qui ont perdu leurs parents comme ça. Alors, ils se trouvent eux-mêmes dans les camps. Alors, il est obligé de faire tout pour qu'ils vivent. C'est ça. Alors, je peux dire que dans le cas, la situation est pire qu'avant. Le problème en est que lorsque tu te trouves dans un pays où il y a le conflit, où il y a la guerre, ben, tu as des choix, soit tu sacrifies ta vie dans ton pays ou tu cherches la protection ailleurs. C'est ça. Ils n'ont pas le choix. C'est pourquoi ils se trouvent dans le camp pour sauver juste leur vie, mais pas la condition de vie. OK. Je peux dire que dans le cas, tu sauves la vie, mais tu ne sauves jamais la condition de vie. Merci. OK, je peux continuer. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour améliorer cette condition? Par exemple, ici, je suis toujours aussi les points de l'éducation. L'école primaire que je vous ai parlé, moi-même, j'ai eu la chance après mes études secondaires, parce qu'il n'y a pas de personnel, même des enseignants. Tout le monde a peur d'aller travailler dans les camps. Les enseignants qui sont qualifiés, ils ont peur d'aller travailler dans les camps. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? On doit nous arranger par nous-mêmes et de faire le mieux pour que nous puissions quand même donner quelque chose à nos enfants pour qu'ils ne soient pas ignorants à 100%. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui terminent les secondaires, par exemple, ben, on les recrute et on les donne quelques formations et puis ils se lancent dans le champ. Ils commencent à enseigner aussi ceux qui sont à l'école primaire. Et alors moi, j'étais parmi ce type de gens pendant au moins 3 ans, de 2016 à 2019. J'ai travaillé comme volontaire pour enseigner aussi les enfants. Pour le peu que j'ai eu, le peu de notions que j'avais, je l'ai aussi essayé de les transmettre aux enfants pour qu'ils évoluent. Parce que si tout le monde s'était et puis on attend que les enseignants qui seront qualifiés, qui viendront ailleurs, alors on va sacrifier la génération. C'est ça ce qui se passe dans les cas. C'est-à-dire, toi, tu as la chance, tu étudies, tu termines les secondaires et puis tu commences aussi à enseigner les autres qui sont à l'école primaire. Et c'est comme ça que nous évoluons. Et alors, il y a encore un plus grand problème qu'il raconte. Le problème en est qu'il y a moins de salles, peut-être des salles de classe,
Vous pouvez vous rencontrer avec 150 élèves dans une classe. Tu es dans une salle avec 150 enfants, ça c'est dommage. Alors, vous serez obligé, par exemple, il y a un enseignant qui enseigne, il y a deux autres qui circulent pour essayer d'améliorer la condition des classes. C'est ça le problème qu'on a dans les camps. Alors, c'est grand comme ici à peu près? Ben, ce n'est pas, je n'en ai pas mis, je pourrais peut-être vous montrer si je... Attends. Je pense que je l'ai oublié de le mettre dans mon PowerPoint, mais je devrais peut-être vous le montrer. Malheureusement, je peux le faire à la fin de cette présentation. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que la population d'Alma, ou nous, en tant que Québécois, en tant que Canadiens, nous qui sommes ici, qui ne connaissons pas la vie d'un réfugié, on ne connaît pas presque la souffrance comme les réfugiés. Bien sûr aussi, on a des problèmes, mais ce n'est pas comme ceux qui sont dans le camp des réfugiés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer un peu de donner l'avenir à cette génération, par exemple, qui sont, je peux dire, presque rejetés par le monde. Je peux dire ça, excusez de le dire, si ça peut choquer, mais je peux dire qu'il y a une rejet totale des réfugiés pour le monde actuellement. Parce que même la population locale, la population qui les a accueillis, ne les donne pas les choses qu'ils font. Il y a beaucoup d'enseignants au Malawi qui sont qualifiés, qui peuvent aller enseigner les enfants dans les camps, mais ils n'y partent pas parce qu'il a peur d'un réfugié. On dit non, il a fui la guerre, peut-être il était un militaire, peut-être il était comme ça, non, moi je ne peux pas y aller. Alors, pour ma part, je peux dire que la première chose qu'on peut faire pour améliorer la vie des réfugiés, c'est d'abord un changement de mentalité. On doit savoir qu'un réfugié, c'est une personne comme toute autre personne. Ce n'est que la condition dans laquelle il vit, ce qui nous différencie, mais c'est une personne. Il y a beaucoup parmi les réfugiés qui n'ont jamais été peut-être militaires, qui n'ont jamais fait quelque chose de mal, mais juste à cause de sa conviction religieuse, de son appartenance ethnique, par exemple, il est poursuivi comme ça. C'est-à-dire, je peux dire que 99% de la population des réfugiés sont des innocents. Ils ne savent rien, mais ils subissent des discriminations, je peux le dire. Alors, ça, c'est une chose qui, nous, en tant que citoyens, je pense qu'on doit travailler pour cela, pour essayer de changer cette mentalité et de penser qu'un réfugié est une personne comme tout autre. C'est ça qu'il faut. Et puis, on peut même organiser des organisations qui vont partir dans des pays qui accueillent les réfugiés et puis les donner l'éducation civique concernant les réfugiés, les prouver combien de fois les réfugiés sont aussi des personnes. Parce que les plus grands problèmes que les réfugiés ont commencent par les pays qui les accueillent. La population qui les accueille, c'est la première population qui les maltraite, je peux dire. Imaginez quelqu'un, par exemple, un groupe de 41 000 personnes, vous les mettez dans une place, sur une place où c'est comme si dans la ville d'Alma, on vient y mettre, par exemple, 10 millions d'habitants. Ça, c'est dommage. Alors, et puis le gouvernement du pays appuie cela et ils disent que
un réfugié n'a droit à sortir dans les camps. C'est-à-dire, elle est juste là. Un enfant est né dans les camps et s'il passe son 10 ans, il sera toujours dans les camps pendant 10 ans. Alors, vous voyez que l'avenir de cet enfant sera en péril. Ce qu'on doit faire vraiment, c'est s'organiser. Comment est-ce qu'on peut faire pour que le monde change les mentalités et prenne un autre regard pour les réfugiés. Considérer les réfugiés comme les personnes comme tout autre. Mais ce n'est pas seulement ça, on peut aussi chercher les moyens pour investir dans l'avenir des réfugiés, par exemple. Je peux donner juste un exemple. Quand je suis ici à Alma, c'est parce qu'il y a des personnes qui se sont organisées. Il y a les étudiants du collège Alma qui se sont organisés et qui ont dit non, on doit faire quelque chose pour améliorer l'avenir de quelqu'un. Et puis c'est pourquoi ils m'ont amené ici. Et je suis ici à Alma maintenant. J'étudie dans la science de la nature. Et par exemple, j'espère que dans les années qui viennent, je peux avoir la chance aussi d'aller à l'université pour faire mes études universitaires. Alors, vous pouvez imaginer, mon avenir ne sera plus le même. Grâce à ces groupes-là qui se sont organisés, vous voyez qu'ils ont changé mon avenir. Et on peut toujours continuer à s'organiser comme ça. Et on change l'avenir d'autres personnes. On change l'avenir même du camp des réfugiés. On peut améliorer même le système d'éducation dans les camps. On dit non, on doit financer ceci, pour que les enfants dans les camps aussi étudient dans une bonne condition. Il y a plein d'organisations, par exemple, qui travaillent fort quand même pour améliorer la vie des réfugiés, pour chercher à créer un avenir meilleur pour les réfugiés. Par exemple, je peux vous montrer, il y a les JRS, qu'on appelle en anglais Jesuit Refugee Service, service des jésuites aux réfugiés. Cette organisation s'occupe de l'éducation des réfugiés. Avec les peu de moyens, les peu d'argent qu'ils amassent, et puis ils financent l'éducation des réfugiés. Dans les cas même, ils partent dans les cas, ils construisent des écoles qu'on a dans les cas, même si c'est encore très insuffisant, mais quand même, ils font quelques actions. Si on peut avoir, par exemple, 3 organismes pareils qui s'occupent de l'éducation d'enfants dans les cas, vous pouvez imaginer qu'il y aura moins de problèmes sur le plan éducatif dans les cas. Il y a aussi l'EIMC, l'entraide universitaire mondiale du Canada. C'est à travers ce programme que moi je suis venu, parce que ce programme a plusieurs branches. Par exemple, il y a les PR, les programmes d'étudiants réfugiés, qui est sous l'EIMC, Entraide universitaire mondiale du Canada. Et puis, ce programme d'étudiants réfugiés a des comités locaux pour chaque, par exemple, il y a des cégep et des universités qui s'abonnent. Par exemple, les étudiants du collège Alma, comme je vous les ai parlé, ils se sont organisés et puis ils ont dit non, nous allons nous abonner chez l'EIMC pour que chaque année, ils nous amènent un étudiant réfugié. Il y a aussi les cégep de Jonquière et cette année, je pense qu'ils se sont aussi organisés, ils se sont aussi abonnés. Et puis, ils vont aussi recevoir, je pense, un étudiant réfugié d'ici le mois de décembre. Ils devraient les recevoir le mois d'août, mais à cause de la COVID, ils n'ont pas pu recevoir. Mais j'espère qu'ils vont le mois de décembre qui vient. Tu veux dire, il y a un étudiant qui attend actuellement dans le même camp oui, pour venir ici? Pour venir ici au cégep de Jonquière. Il est bloqué? Il est bloqué à cause de la COVID et puis il va venir au mois de décembre quand même. J'ai cette information. Oui. Du même camp? Du même camp que moi. Un ami à toi, donc? Oui.
on se connaît. Et puis, il y a l'Université de Montréal, par exemple, qui a accueilli aussi un étudiant avec moi dans les mêmes programmes d'étudiants réfugiés. Il y a aussi... Et puis, vous pouvez imaginer que si, par exemple, chaque cégep du Canada, du Québec et chaque université pourrait, par exemple, prendre un étudiant par année, vous pouvez voir que les 250 personnes ici qui terminent leurs études secondaires, par exemple, pourront avoir plus de chances d'aller ailleurs pour faire leurs études. Et ce n'est pas seulement dans le cas des réfugiés, dans le cas des Aleka, il y a plein de camps dans le monde, c'est-à-dire celui qui peut peut-être avoir cette capacité de DPED partout. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas plus que ça. Il y a aussi le système que je peux vous parler de quoi? Il y a l'université on l'appelle Regis University en anglais, c'est aux États-Unis, à Colorado. Qu'est-ce que cette université fait? Il recrute au moins 30 étudiants dans le camp des Aleka. Regis University. Ça se trouve en Colorado, aux États-Unis. Et puis, il recrute au moins chaque année au moins 30 étudiants ou 40 qui font leurs études en ligne. Ils font les études à distance. Comme actuellement, on fait les études à distance. On est au Canada, on est à Alma, mais on étudie au collège Alma à distance. Et puis, on peut aussi donner la même opportunité à quelqu'un qui est dans les camps pour faire ses études au collège Alma, mais à distance. Et puis, il est dans le camp, mais il étudie au collège Alma. Comme ceux qui font à cette université des États-Unis, les gens sont dans les camps, mais ils étudient quand même à Regis University. Est-ce qu'eux, ils ont les outils nécessaires? Est-ce qu'on pourrait communiquer avec eux, puis en sachant qu'ils peuvent avoir un lieu où ils pourraient travailler avec leur ordinateur? Ben, ce qu'on fait là, dans ce cas-là, il y a l'université elle-même organise ça. C'est-à-dire, ils cherchent la place dans les camps et puis ils fournissent les outils nécessaires, par exemple les ordinateurs et puis la connexion Internet. Et puis, lui, il va enregistrer, il va recruter les étudiants, au moins 30 chaque année. Et puis, ils étudient dans des programmes, par exemple, les travaux sociaux, l'administration des gestions. Ils font des différents programmes mais en ligne. Éventuellement, c'est ça. Donner soins infirmiers. Ben, je pense que les programmes qui demandent du laboratoire, par exemple, sont inscrits dans ce système. Seuls les programmes, par exemple, les travaux sociaux ne demandent pas beaucoup de... Ce sont les programmes qui ne demandent pas beaucoup de laboratoires qui sont inscrits dans ce cas. Et puis, c'est ça qui se passe. C'est pourquoi je vous ai dit il y a au moins 60 personnes. Et les 60 personnes que je vous ai présentées sur les graphiques, c'est-à-dire l'EIMC, l'entrée d'Université mondiale du Canada, prend au moins 20 étudiants chaque année. C'est-à-dire il y a au moins 20 étudiants qui viennent du camp du Malawi au Canada. Parmi les 20, par exemple, en 2019, j'étais là. Et puis, il y a cette université des Jésuites qui est à Colorado, aux États-Unis, qui prend aussi au moins 40 étudiants. Ça fait déjà 60 étudiants qui ont la chance d'aller faire les études supérieures. C'est pourquoi je suggérais, si par exemple, chaque cégep au Québec, par exemple, pourrait prendre ces mesures-là, afin de faire étudier au moins 5 étudiants par année qui font les programmes en ligne. Et puis, vous pouvez voir qu'on peut quand même augmenter le nombre d'étudiants qui auront la chance à fréquenter
les études supérieures. Dans ce cas-là, c'est les moyens les plus possibles pour améliorer l'avenir d'un réfugié et des camps des réfugiés. Et puis aussi, je pense, on doit aussi s'impliquer même dans les organisations qui défendent les droits de l'homme, parce que un réfugié, si tu prends quelqu'un, tu le mets sur une place et puis tu lui dis, tu n'as pas le droit de sortir sur cette place, ça, je pense que c'est une violation des droits de l'homme, mais c'est appuyé par les gouvernements, on n'a pas le choix. Alors, nous, en tant que citoyens, je pense, on peut aussi s'impliquer dans cela pour essayer de pousser le plus possible ces barrières qu'on met sur les réfugiés. C'est aussi un point à améliorer. Alors, merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont suivi. C'est un bon moment qu'on peut passer. Vous pouvez ouvrir vos micros, par exemple, et puis poser des questions possibles que vous pouvez poser concernant tout ce que j'ai présenté. Et puis, jusqu'à présent, vous pouvez remarquer qu'il y a encore un peu de difficultés de français à moi parce que j'ai quitté mon pays à l'âge peut-être de 16 ans et puis je suis venu dans les camps. J'ai passé 7 ans dans les camps. Dans mon pays, j'ai parlé le français et puis arrivant dans le camp, il n'y a pas le français, il n'y a que l'anglais. Et puis j'ai passé au moins 7 ans là sans avoir parlé le français. Et puis on va me prendre pour m'amener au Québec et là où on parle le français. Vous pouvez imaginer qu'il y a un grand problème sur cela et c'est pourquoi vous pouvez voir que même en français, il y a beaucoup de mots que je cherche de loin. C'est ça. Moi, je te trouve très, très bon. Honnêtement, moi, je suis... OK, merci beaucoup. C'est un bon moment qu'on peut poser des questions. Merci. Ouais, moi, j'avais une question pour toi. Ça a été... Les amis, si vous avez des questions, ben... oui, j'avais une question justement pour... les tours de parole. Est-ce qu'il y en a des tours de parole? Les problèmes, vous parlez des personnes en même temps. Pouvez-vous parler par moment? Par exemple, avez-vous quelque chose à dire, François, avant qu'on passe aux questions? Simplement dire un gros merci, David Mutima Ouatto, pour cette intervention super intéressante. Puis, particulièrement pour la partie de ton intervention où tu as ouvert la possibilité qu'on réfléchisse ensemble à donner des cours dans le camp de réfugiés. Maintenant que le Collège Alma a commencé à ouvrir la carte de ses cours en ligne, c'est une super bonne idée, puis j'ai l'impression que c'est pas tombé dans l'oreille de sourds, puis qu'on va certainement... Vous pouvez enregistrer votre micro. Ah, j'avais-tu allumé mon micro? Oh! Je pense que je n'avais pas allumé mon micro. Oui. OK. Simplement pour dire un gros merci à David. Au nom de tous qui ont entendu la conférence, c'est vraiment beaucoup, David. Merci beaucoup pour l'invitation que tu nous fais en ce moment à réfléchir à une manière de donner des cours en ligne qui seraient destinés à nos amis qui sont dans le camp en ce moment. Je pense que c'est une... tu as raison de souligner puis que ça vaut vraiment la peine qu'on envisage. Maintenant qu'au Collège allemand, on est beaucoup plus nombreux qu'avant à offrir des formations en ligne, des cours en ligne, je pense qu'il y a vraiment une porte, une opportunité qu'il faut saisir dans cette direction-là pour améliorer la situation des gens en leur permettant d'acquérir une formation de cycle supérieur là, après les études secondaires, puis éventuellement même pour aider dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires que tu nous décrivais là-bas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient des questions, madame, monsieur? Oh, j'ai Michel. J'ai une petite question pour Ouatto, mais Ouatto, c'était une belle présentation. Et puis, ton français de qualité également, on l'entend bien. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Moi, j'avais une question, peut-être que d'autres questions viendront lorsque nous allons en discuter. J'avais une question pour toi. C'était en lien avec la question de la santé.
la situation est assez problématique. Et puis, je me posais la question, le taux de mortalité, est-ce que tu en as pris connaissance? Lorsqu'on est dans des camps comme ça, le taux de mortalité, est-ce que tu en as eu une image? Il y a une statistique que tu as eu à déceler dans cette direction? Qu'est-ce que tu as vécu exactement, intuitivement ou bien de façon chiffrée concernant le taux de mortalité? Excusez. OK. Vous m'écoutez, oui? Oui. OK. Je pense actuellement, il n'y a pas vraiment les statistiques qui est bien tracées pour les taux de mortalité. Mais ce que moi je connais, dans le cas, il y a plus de gens qui meurent. Et puis, lorsque les autorités du camp font les statistiques, ils enregistrent moins de morts que le nombre réel de personnes qui meurent dans les camps. Par exemple, il y a des personnes qui meurent chez eux, qui ne meurent pas à l'hôpital. Alors, dans ce cas-là, celui-là ne sera pas enregistré. Ceux qui sont enregistrés, c'est ceux qui décèdent, par exemple, à l'hôpital. C'est pourquoi je peux dire qu'il n'y a pas vraiment une statistique qui est bien tracée pour ce point-là, mais il y a un grand taux de mortalité dans les camps parce qu'ils n'ont pas l'accès à l'eau potable et puis ils n'ont pas l'accès aux soins de qualité. Ils sont exposés à tout type de maladies qui peuvent exister. Alors là, je peux dire qu'il y a un grand taux de mortalité. Pour ma connaissance, que j'ai vécu pendant les 7 ans que j'étais là, je peux dire que par semaine, on assistait au moins, si c'est peu, au moins 15 morts par semaine. C'est ça. Merci. D'autres questions peuvent... Oui, il y a Marjorie Desbiens. Marjorie, oui. Oui, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des groupes qui se forment au sein des réfugiés et ces groupes-là, est-ce qu'ils font vivre de la violence aux autres réfugiés? Non. Dans les camps des réfugiés, quand vous êtes dans les camps, peu importe les pays là où vous venez, parce qu'il y a les camps, par exemple, des Aleka est composé de personnes venant de au moins 4 pays. Il y a notamment la République démocratique du Congo, là où moi je viens. Il y a le Rwanda, il y a le Burundi, il y a aussi l'Éthiopie, et puis l'Éthiopie et le Somalie. C'est-à-dire on a au moins 5 nationalités. Et lorsque vous êtes dans les camps, vous tous, vous devenez une seule personne parce que vous avez les mêmes problèmes. Alors, les gens qui ont les mêmes problèmes, des fois, ils se comportent comme une seule personne. Et c'est pourquoi il y a moins de violence, je peux dire, dans les camps. Donc, on peut penser qu'il y a de l'entraide? Oui, parmi les réfugiés s'entraident. Par exemple, moi, la classe que j'enseignais de 3e année primaire, moi je suis congolais, mais j'avais les enfants de toutes nationalités dans les camps, de toutes communautés. J'avais les enfants venant de la communauté rwandaise, du Burundi, d'Éthiopie et de Somalie. Alors, on s'entraide dans ce cas-là. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, j'avais une autre question pour Wato également, mais en lien avec l'entraide, parce qu'on a beaucoup insisté sur l'entraide, et je trouve avec raison, il y a des groupes qui s'organisent, des organismes également qui sont là, mais lorsque tu as parlé de l'État du Malawi, ça a été plus ou moins négatif, mais on sait également que les gens qui sont dans les camps,
sont rattachés à plusieurs pays et tu en as cité certains d'entre eux. La question que je posais, si par exemple on se limite à cette entraide interindividuelle, as-tu le sentiment que l'impact qu'on aura sur la vie des camps sera énorme lorsqu'on manque par exemple de cette solidarité intergouvernementale? Lorsqu'on se limite, je n'ai pas bien compris entre... Vous pouvez venir encore, par exemple? Oui, je vais reprendre peut-être de façon beaucoup plus simple. Il y a l'entraide que tu as soulignée. Oui, et ça c'est entre, entre les réfugiés entre eux. Oui, c'est bien ça. Et puis, il y a les organismes également non gouvernementaux qui viennent porter de l'aide. Tu l'as souligné également avec raison. Oui. Et la question que je posais, as-tu le sentiment que si on se limite à l'entraide interindividuelle et puis à l'appui que apportent les organismes non gouvernementaux, oui, l'impact qu'on aura sur la vie des gens sera important, c'est-à-dire largement suffisant si, par exemple, les États, les gouvernements qui sont aussi rattachés à ces personnes-là ne font absolument rien quand il n'y a pas une coordination, par exemple, entre les États, entre les gouvernements. Je comprends bien. Et c'est pourquoi j'ai souligné d'abord les changements de mentalité, parce que lorsque les pays ou la population locale ne change pas les mentalités, je pense que les problèmes seront les mêmes, même si on va essayer de fournir nos efforts. Et puis, c'est pourquoi j'ai mentionné aussi, on doit y avoir quelques organisations de défense des droits de l'homme qui doivent parler sur ces sujets. Et puis, parce que, par exemple, si on se limite que les réfugiés, c'est et puis il y a des organisations internationales qui s'en viennent pour aider les réfugiés et puis ils n'ont pas un bon contact avec la population locale. Je pense qu'il y a toujours un grand problème qui est là. Parce que pour que quelqu'un se développe, il doit avoir l'accès, par exemple, à sortir, aller ailleurs, voir ce qu'on fait ailleurs et puis comparer de ce qu'il fait chez lui. Par exemple, moi, si je retourne en Afrique, je pense que les façons de faire les choses ne seront plus les mêmes avec la plupart des personnes qui sont là, qui n'ont jamais été ailleurs. Je pense que j'aurais deux façons de voir les choses, une façon québécoise et autre façon africaine. Alors, pour que les réfugiés aussi aient ces deux façons de faire les choses, il faut qu'ils aient l'opportunité de sortir, d'aller ailleurs, ce qui n'est pas accordé pour eux. C'est ça. C'est-à-dire que les gouvernements locaux doivent aussi jouer un rôle important là-dedans. Merci. Oui, François, vous pouvez aller. Activez votre micro. Oui. Question que je me pose concernant le suicide. Ici, le suicide. Puis, en temps de pandémie, il y a des gens qui en parlent encore aujourd'hui. C'est une problématique qui existe concrètement. Il y a des gens qui enlèvent eux-mêmes la vie. Il y a des villages dans lesquels c'est très prévalent. Des villages autochtones, par exemple, tout le monde connaît quelqu'un qui s'est enlevé la vie. Est-ce que dans les camps de réfugiés, dans le cas que vous avez vécu, est-ce que c'est une chose qui existe, le suicide? Ok, les suicides dans le cas existent, oui. Et puis, d'ailleurs, d'ici dernièrement, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Il y a un ami à moi qui s'est suicidé il n'y a pas de mois. Alors, les suicides existent dans le cas. Alors, la vie qu'on y mène, normalement, il y a une grande chance, une grande risque, par exemple, d'avoir les suicides. C'est ça. Et c'est pour cela que nous nous organisons aussi dans les camps. Par ceux qui terminent l'école secondaire, on les donne aussi quelques formations pour travailler en bénévolat
et socialiser la population et les enseigner concernant la santé mentale. Il y a aussi ces organisations parmi la population réfugiée eux-mêmes. C'est ça. J'aurais encore une question. Oui. Mon autre question, c'est concernant l'agriculture. Vous nous avez montré quelques photos dans lesquelles on voyait qu'il y avait des gens qui se touchaient un peu de patates. Est-ce que tu penses que ce serait possible de soutenir le développement de ça au camp ou autour du camp, ou si l'espace occupé par le camp est trop exigu, qu'on puisse envisager d'avoir une agriculture qui permettrait aux gens de se nourrir par leurs propres efforts? OK. Dans ce cas-là, je pense qu'il y a une grande impossibilité. Est-ce que c'est pas ça, micro? Oui, ça marche. OK, il y a une grande impossibilité, presque impossibilité, je peux le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens et puis il y a moins d'espace. Ceux qui cultivent, qu'est-ce qu'ils font? Mais ce n'est pas toute la population locale qui ont un mauvais regard sur les réfugiés. Il y a quand même les gens qui sont un peu accueillants, qui écoutent un peu les réfugiés. Alors, les réfugiés collaborent avec ces gens pour que peut-être avoir une petite portion de terre à cultiver. C'est ça le système que la plupart des réfugiés font. Et puis, il y a quand même ceux qui ont une petite espace pour cultiver chez eux. Il y en a aussi, mais la plupart cultivent en dehors du camp, en collaboration avec la population locale, une petite majorité, je peux le dire. C'est ça. D'autres questions, madame, monsieur? Oui, vous pouvez aller, Karim. On passe d'abord à Karine. Oui, bonjour. Juste un petit commentaire avant ma question. François, quand tu parles, je pense que tu n'as même pas besoin de mettre ton micro. Ou si tu as ton micro, il faut que monsieur Moutima ferme son micro parce que vos deux micros en même temps, là, on n'entend pas, nous, chez nous. C'est très compliqué. Fait un des deux micros seulement. Merci. Merci. Et puis en fait, c'est plus comme une réflexion qu'un... Tu sais, je vous écoute parler, j'ai des images qui viennent dans ma tête, j'ai vu des photos de votre présentation, puis c'est vraiment un univers... c'est tellement difficile à imaginer, votre quotidien, les gens qui vivent là, puis c'est quoi leur avenir, c'est quoi leur espoir, les conditions que vous montrez, c'est pire que nos prisons ici, là, en fait, au niveau de la nourriture, au niveau de l'éducation, les soins des enfants, c'est pire qu'une prison. Quand vous êtes parti de ce camp-là pour vous retrouver à Alma, puis voir comment que nous, on vit ici, d'avoir un sentiment d'injustice, quand vous êtes arrivé puis que vous avez eu tout ça pour vous, je ne sais pas, ça a dû d'avoir un choc quand même pendant quelques temps, puis de réaliser un peu tout ce que vous auriez dû avoir, que les gens devraient avoir, puis qui n'ont pas accès. Comment avez-vous vécu cette transition-là? Ah oui, c'est vraiment une grande crise qui est arrivée de ma part, parce que, et jusqu'à présent, parce que moi, je suis venu seul. J'ai une famille dans le camp, j'ai mes petits frères et mes sœurs qui sont dans les camps. Et puis, des fois, je me retrouve ici à Alma. Des fois, je peux avoir la nourriture et je veux manger. Mais lorsque je pense, moi, je mange tout ça. Moi, je fais tout ça, mais que font mes frères qui sont dans les camps? Alors, ça me choque et des fois, ça me coupe même à petit de manger. Alors, ce choc-là, jusqu'à présent, ce n'est pas seulement quand je suis arrivé, mais jusqu'à présent, il y a des fois, je me trouve dans ce choc-là. Ça existe encore jusqu'à présent pour moi. Merci. Merci. Oui, Michel? Alors, la question que je souhaiterais te poser, tu as parlé du Canada et puis c'est
c'est intéressant. Et puis, il se trouve que nous avons un enseignant quand même très brillant, une très grande figure de philosophie également qui traite de ces questions politiques, Alain Deneau, et qui a documenté que la situation des réfugiés est liée au fait que la zone dont tu parles est très riche en mines. Et la plupart des multinationales minières sont enregistrées au Canada. Et le Canada les protège. Donc les conflits armés qui se passent dans ces zones-là, le Canada, en tant que gouvernement, n'y est pas étranger. Et la question que j'allais te poser, comment, par exemple, tu te positionnes quand tu sais que tu es au Canada et la plupart, par exemple, des multinationales qui y sont protégées par le Canada et contribuent à faire éclater des guerres sur place et qui font déplacer, par exemple, les individus. Et je me posais cette question, toi, comment tu te sens? Ok, merci pour cette question. Et puis, moi d'abord, c'est pourquoi je sais que de moi-même, je ne peux pas résoudre ces problèmes, mais j'ai souligné quand même la présence des organisations qui défendent les droits de l'homme. Alors, si on peut se mobiliser, nous, en tant que population, et puis on dit désormais, on va créer une organisation qui va s'allier peut-être avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui va s'allier avec les organisations internationales, et puis qui va descendre sur le terrain, faire l'enquête, quoi qui se passe et quoi qui provoque la guerre. Et puis on peut dénoncer cela, et lorsqu'on dénonce cela, je pense que le gouvernement du Canada peut être poursuivi par la communauté internationale et puis qu'il dévoile ces gens, qu'il dénonce ces gens ou qu'il livre ces gens qui créent des conflits dans d'autres pays afin qu'ils soient jugés. Et puis lorsqu'ils sont jugés, je pense que ça peut aider à résoudre les problèmes. Le problème en est que le monde se terre, il ne parle pas de la question. Si une fois on commence à parler de la question, je pense qu'on aura arrivé à la fin de ce fléau. Merci. Mais je rebondis une fois de plus. C'est-à-dire, excusez un peu, moi, ma position est que nous, en tant que population, nous devons nous unir et faire du tout pour chercher à défendre les droits de l'homme. Et lorsqu'on est là, on doit faire du tout pour dénoncer ces gens auprès du gouvernement. Merci. David, vraiment, je trouve... David, je trouve ça super intéressant qu'est-ce que tu nous expliques. Puis la perspective que tu ouvres sur le fait qu'on puisse avoir une solidarité qu'on démontre. Excusez, par exemple, c'est moi qui dois fermer et puis toi tu ouvres pour que les autres écoutent ta question aussi. Là, ça marche-tu? Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Vraiment, David, je trouve ça super intéressant ce que tu nous expliques concernant la solidarité qu'on peut avoir avec les gens qui sont sur le terrain là-bas, autant en mettant un peu de pression sur nos gouvernants pour qu'ils fassent la lumière sur l'implication, par exemple, des compagnies canadiennes dans la création des conflits qui ensanglantent ces régions-là d'où les réfugiés sont forcés de partir, puis d'avoir en même temps aussi une solidarité d'individu à individu pour qu'on essaie de faire les choses pour améliorer le sort au quotidien des gens. Cette solidarité-là entre individus, je pense qu'il y a plein de gens qui se sentent démunis parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire concrètement pour améliorer le sort des gens qui vivent au camp comme tel, qui ne voient pas de quelle manière ils pourraient soutenir des organisations de terrain qui sont dans le camp. Toi, est-ce que tu aurais des idées de programmes qui existent, d'organisations qui existent, puis qui, sur le terrain, améliorent la vie des gens dans le camp, des gens qu'on pourrait soutenir,
puis qui font déjà une différence là-bas. Par exemple, les écoles dont tu parlais, il y a eu l'année dernière une étudiante qui s'appelle Aïssata Bari, qui a terminé un projet l'année dernière qu'elle avait fait avec 2 collègues. Ils ont réussi ensemble à lever des fonds pour faire réparer une école qui est au Mali. Est-ce que tu penses que ce genre de geste-là, de soutien collectif-là, pourrait permettre, par exemple, d'avoir une école là-bas qui permettrait à plus d'enfants qui sont au camp de pouvoir étudier? Puis, est-ce que tu penses que les formations qu'on peut donner au collège pourraient être utiles là-bas? Puis, est-ce que tu vois des secteurs dans lesquels ça vaudrait la peine, plus que d'autres, de former les gens qui sont actuellement dans les camps? Est-ce que tu vois des secteurs dans lesquels il faudrait vraiment insister pour former des gens là-bas et qui soient capables de prendre les problèmes des lieux en charge pour transformer le lieu? Bon, merci beaucoup François pour cette question. Je pense que de ma part, moi, vous avez fermé votre micro? Ok. De ma part, moi, je pense que nous, en tant que population québécoise ou almatoise, on doit plus s'impliquer, je pense. Ceux qui ont besoin plus de l'avenir dans les camps, ce sont les jeunes. Je peux dire ça. Excusez, je n'écarte pas les personnes âgées ou les vieillards, mais il y a plus de jeunes, je peux dire. Et ce sont des jeunes qui ont beaucoup plus de besoins. Et ces jeunes-là, je pense, ce sont des personnes qui sont plus impliquées sur les côtés Internet, ils sont forts. Par exemple, il y a une petite organisation qu'on appelle App Factory. C'est une petite organisation de les gens venant de l'Afrique du Sud qui l'ont créée. Et puis, ils ont créé un petit laboratoire là d'informatique, là où les jeunes passent leur journée et puis ils créent des choses, ils créent même des applications là. Je me souviens quand je suis arrivé dans le camp en 2012, la distribution de la nourriture pour 16 000 habitants qui étaient là prenait plus d'une semaine, au moins 8 jours pour se terminer. Et puis ces jeunes-là, avec leur technologie, ils ont créé une application qui aujourd'hui permet à la distribution de nourriture pour 41 000 personnes de se passer dans 4 jours ou dans 3 jours. C'est-à-dire que les jeunes-là ne se laissent pas aller. Ce que nous, on peut faire par exemple, d'abord, c'est très important d'aider l'éducation primaire parce que c'est ça la base. Et puis aussi, si on s'implique dans l'éducation secondaire et même supérieure, c'est très excellent. Ça aura une grande importance pour ces jeunes-là qui ont vraiment besoin de l'éducation. Les jeunes là ont vraiment besoin de l'éducation. Par exemple, quand moi j'ai fait mon demande d'aide pour l'EMC, ben, quand il y avait lancement d'offres, l'EMC, je pense, a reçu au moins 500 applications. Alors, il avait besoin que de 20 personnes. Mais il a reçu 500 applications. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes qui ont besoin d'éducation. Mais ceux qui en bénéficient, c'est ceux qui sont, je peux dire entre guillemets, plus compétitifs que les autres. Alors, quelqu'un peut être moins compétitif, mais il a aussi quelque chose à faire. On peut aussi l'aider. Alors, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire là-dedans. Merci. Merci vraiment beaucoup.
Oui, Michel. Et pour moi, c'est une dernière question justement. Et puis la dernière question s'adresse directement au collège d'Alma. Watteau, c'est une belle expérience que le collège est en train de vivre à travers justement ce que les étudiants ont initié. Certains d'entre eux et nombre d'entre eux ne sont plus au collège d'Alma, mais étaient là et puis ça se poursuit. Il y a Jean-Pierre également qui entre dans la danse. Et la question que j'allais te poser concernant le collège d'Alma, selon toi, est-ce que le collège d'Alma fait quand même assez, ou bien tu as le sentiment qu'on peut faire plus? Comment tu vois l'implication du collège d'Alma sur cet aspect lié à l'éducation, justement? Quels sont les soutiens dont tu disposes? Est-ce que tu as le sentiment que c'est vraiment soutenu ou bien c'est insuffisamment soutenu? OK. De ma part, moi, selon mes analyses, je peux dire que les programmes est encore moins soutenus au collège allemand. Pourquoi? Par exemple, les référendums qu'on a fait ici récemment, on a eu par exemple peut-être 60% de ceux qui ont dit oui au programme pour donner la contribution de $2 par session. Or, ailleurs, par exemple, il y a des universités et des cégep dans des provinces anglophones qui ont accepté de 90% oui pour donner $8 par session pour ces programmes. Mais pour le collège allemand, il y avait 60% de oui et encore, je pense, on l'a eu à la peine pour $2. Alors pour cela, je peux dire que il y a encore un grand effort à faire pour que le collège allemand s'implique vraiment dans ces programmes. Je pense qu'on peut être même en mesure d'accueillir un étudiant chaque année au collège allemand si on s'implique comme il faut là-dedans. Mais actuellement, on reçoit un étudiant dans 2 ans parce qu'on a les problèmes d'implication des gens là-dedans. On a moins d'élèves aussi. On souhaiterait par exemple avoir plus d'élèves et des professeurs du collège qui s'impliquent dans les comités. Mais actuellement, on a des citoyens d'Alma qui ne sont pas des personnels du collège, qui sont à majorité plus que les étudiants même du cégep. C'est ça. Merci beaucoup, David. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que d'autres personnes auraient des questions? Bon, je vois personne qui lève la main, puis je vois personne qui active son micro. Ben, David, je te remercie beaucoup, vraiment, sincèrement. C'était une première rencontre de notre semaine asynchrone de l'avenir qui a été vraiment nourrissante. Je suis vraiment extrêmement content qu'on ait eu cette rencontre-là. Puis, le défi que tu nous as lancé, à nous du collège, de réfléchir un peu à notre implication pour que la vie puisse s'améliorer dans le camp de réfugiés qui a été ta maison pendant plusieurs années. Ce défi-là que tu nous lances, en soulignant que des formations qu'on donne en ligne, ben, on pourrait aussi les donner dans le camp là-bas, puis qu'on pourrait montrer notre solidarité en faisant venir des étudiants ici. Moi, ça me parle, puis je trouve que c'est une bonne idée qu'on y réfléchisse ensemble, puis qu'on écrive ensemble cet avenir-là, puis qu'on essaie de voir aussi de quelle manière on pourrait améliorer non seulement le contact qu'on a avec le camp, mais qu'on puisse faire s'améliorer là-bas la possibilité pour les jeunes d'étudier dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires. Le collège s'est déjà impliqué dans des projets de cet ordre-là. On a déjà eu le département de sciences, par exemple, qui avait contribué à la création d'une école au Cameroun. Il y a déjà eu des pépinières scolaires qui ont été soutenues par des jeunes d'ici dans 170 pays au Burkina Faso, dans 170 communautés du Burkina Faso. Nous, on avait été dans le soutien surtout des premières écoles dans ce programme-là. Puis les camps de réfugiés, pour l'instant, on avait eu peu
d'occasion de prendre contact avec quelqu'un qui est dans les camps de réfugiés. Puis je pense qu'il y a une belle réflexion à faire ensemble. Je sais que les gens du département de soins infirmiers, par exemple, depuis plusieurs années, organisent des stages de collaboration et de coopération internationale avec des réfugiés haïtiens qui vont vivre en République dominicaine. On a des bons contacts là-bas avec les gens qui travaillent au dispensaire qui est à Paraguana, près de Puerto Plata. Ben, tu vois, en sachant que qu'un hôpital de 30 lits existe dans le camp de réfugiés d'où toi tu viens, ben, en sachant que c'est le genre d'infrastructure qui existe déjà, ben, c'est intéressant pour nous de réfléchir à ce qui pourrait devenir possible si on continuait cette conversation-là ensemble. Fait que ça nous ouvre plein de pistes pour qu'on puisse écrire les prochaines pages de l'avenir ensemble. Je te remercie 1000 fois, David, puis ben, vivement un bel avenir qu'on écrira, si tu le veux bien, avec toi, puis des projets qui iront dans cette direction-là qu'on pourra écrire ensemble. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci. Je vous dis à la prochaine. La prochaine conférence qu'on va avoir sur le même mode, c'est Karine Routier qui va nous la donner pour nous présenter une organisation qui a été mise sur pied pour, elle aussi, contribuer à la construction de l'avenir. La prochaine conférence va porter sur la construction d'une meilleure résilience alimentaire dans une région comme la nôtre, avec la mise sur pied d'une organisation sans but lucratif qui lutte contre le gaspillage alimentaire, puis qui va, dans les prochaines années, faire grandir le domaine butinable pour les butineurs. En fait, l'organisation s'appelle Les Butineurs. C'est un groupe, en fait, de cueilleurs qui se spécialisent dans la récolte des fruits oubliés par les gens sur leurs arbres puis dans leurs champs. Puis, on veut aussi faire un peu de reproduction de plantes nourricières. Puis, un des projets sur lesquels on travaille en ce moment avec les butineurs, c'est un projet de carte pour que les gens apprennent à reconnaître les plantes nourricières du milieu vivant ambiant. Puis, on a déjà commencé à faire une liste de plantes du Congo dans le même esprit pour que les gens au Congo puissent éventuellement reconnaître les plantes nourricières qui existent sur le territoire pour qu'ils réapprennent à les aimer puis qu'ils réapprennent à les multiplier. Si ce travail-là, tu veux qu'on le fasse ensemble, David, ça va être un grand plaisir de le faire aussi pour le Malawi. Fait que, ben, je vous dis bonjour à tout le monde, je vous dis à bientôt. Puis, les prochaines conférences vont être annoncées sur Facebook puis dans Teams. Merci d'avoir été là. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour tout le monde de m'avoir écouté. Merci, merci et à la prochaine. Merci. J'espère que tout s'est enregistré.